à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Vous connaissez Bordeaux ? Elle est parfois considérée comme la deuxième plus belle ville de France. On y vit bien entre l'océan Atlantique, le bassin d'Arcachon et les Pyrénées, pas trop loin. Et puis avec le TGV maintenant, en 2 heures, vous êtes à Paris. Les Girondins ont la chance de s'entraîner au Haillan, une petite commune dans laquelle se trouve depuis plus d'un siècle maintenant un château, le château Bel-Air. Et oui, vous êtes dans la région des vignobles quand même. Bel-Air, c'est un mini Clairefontaine si vous voulez. Et c'est justement Aimé Jacquet qui, dans les années 80, a eu l'idée d'implanter le centre d'entraînement des Girondins sur cet immense domaine de 11 hectares. C'est calme, c'est reposant. Non, il n'y a pas à dire, il y fait bon vivre. Tellement bien que ça engage pas beaucoup à l'effort. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, parce que ça fait 10 ans qu'on nous dit que les joueurs qui signent à Bordeaux sont tellement tranquilles que le football, finalement, c'est pas vraiment une priorité. Et pourtant, on parle bien d'un club de foot, pas d'une colonie de vacances, même si parfois, on se pose un peu la question. Il y a quelques années, par exemple, un entraîneur qui venait d'arriver, un énième nom sur une liste excessivement longue de coachs passés par les Girondins en 10 ans, voulait imposer des petits déjeuners collectifs. Le matin, à Bordeaux, il disait que ça allait souder un peu cette équipe, de prendre au moins ensemble le repas au Haillan avant d'aller s'entraîner. Mais les joueurs traînaient des pieds, ils n'avaient pas vraiment envie de faire cet effort, et l'idée a vite été abandonnée. Alors on aime bien appeler ce club la Belle Endormie, parce qu'il y a un potentiel énorme à Bordeaux, on le sait, mais depuis 10 ans, ça dort. Les joueurs passent, mais les problèmes restent les mêmes. Alors il y a quelques mois, dans Flash Foot, on s'inquiétait de la situation de l'AS Saint-Etienne, on s'inquiète toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui, ce sont 2 autres clubs historiques de notre chère Ligue 1 qui sont en danger. Oui, Saint-Etienne, mais il y a aussi Nantes et Bordeaux qui nous inquiètent, et de plus en plus. Les Canaries sont relégables, 19e aujourd'hui au classement, et les Girondins, ont quand même la zone rouge à 8 points et des résultats toujours absents. Alors oui, hier soir dans le jeu, la seconde période des Bordelais face au Paris Saint-Germain n'était pas trop mauvaise, mais les chiffres sont là. 7e défaite sur les 8 derniers matchs, une élimination en 32e de finale de Coupe de France, une 15e place aujourd'hui en championnat, 1 point pris seulement sur les 8 dernières rencontres, et un Jean-Louis Gasset qui ne semble pas avoir trouvé la solution. Il avait pourtant annoncé du changement, la convocation de joueurs concernés, ce sont ses mots. Et pour l'instant, on voit pas grand-chose. Et dans le discours même des joueurs, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a une semaine, Yacine Adli, en conférence de presse, nous disait ça. Il y a moyen de faire quelque chose. On est les Girondins de Bordeaux, il y a moyen d'aller grappiller en haut. Mais pour être une équipe du haut de tableau, il faut qu'à tous les étages, ça soit, on va jouer le haut de tableau. Et pour ça, il faut que tout le monde soit conscient que pour jouer le haut de tableau, il faut être exigeant. Et c'est dans le travail quotidien qu'il faut mettre ces exigences-là. Tout le monde ne l'est pas. Comment ? Tout le monde ne l'est pas conscient qu'il faut faire ça. Je sais pas. Après, vous savez très bien. Aujourd'hui, vous voyez l'effectif, tout le monde le connaît. On a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Il y a beaucoup de conflits internes, externes, tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là, en fait, ça crée des mauvaises ondes, des ondes négatives qui font que tu peux pas jouer le haut de tableau comme ça. Tu peux pas. Faut se remettre à l'évidence. Si tout le monde se serre les coudes, s'il y a une vraie truc, on sent pas cette osmose en vérité. C'est ça en fait. Là où hier on a pu avoir les supporters qui sont venus nous voir, ça nous a fait du bien. Magnifique. Du haut de ses 20 ans, voilà un joueur qui prend ses responsabilités, qui cache pas sa frustration, qui dit ses vérités. Mais hier soir, après la rencontre, tout autre discours et pas vraiment celui de la révolte. Vous savez, ça reste du football. Avec la situation actuelle, on a tous des amis, de la famille qui sont comme ça, qui sont au bord du suicide, malheureusement. Mais on fait le plus beau métier du monde. Donc ça va être très facile pour nous de se ressouder et de se remettre les idées à l'endroit. En soi, c'est bien, c'est un constat lucide, mais c'est un changement de discours quand même un peu. On passe d'un Adli qui met les pieds dans le plat à celui qui hier soir relativise, qui philosophe. Mais si vous faites le plus beau métier du monde, messieurs, et que vous en avez conscience, en plus, montrez-le, donnez-vous, battez-vous sur le terrain. Et puis à Bordeaux, ça fait combien de temps qu'on entend les mêmes choses ? 10 ans ? Des joueurs pas ou peu concernés, des problèmes à tous les étages, que ça bosse peu ou pas assez ou pas bien, que cette équipe a des problèmes au niveau notamment mental, psychologique, et on l'a vu avec l'effondrement quand même depuis la défaite contre Lyon. Léo Dubois, si vous nous entendez, vous avez été le cauchemar de ces Bordelais dans un club qui n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un club qui a une histoire qu'on doit respecter, même si les Bordelais ne peuvent pas vivre dans le passé. On ne peut pas constamment regarder dans le rétro avec nostalgie. On doit préparer l'avenir en se servant de ce passé, mais il ne faut pas rester bloqué. Les années Claude Bèze, les années 80, le titre en 99 ou plus récemment en 2009, c'est une immense fierté, oui, pour le peuple bordelais. C'est certain, mais c'est loin maintenant. Bordeaux doit arrêter de regarder derrière et se concentrer sur demain. C'est pas tout de dire que ce club a
connu tant de titres ou tant de campagnes européennes. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser à ce qu'on va mettre en place pour revivre ces moments-là. Revoir les plus beaux buts de Johan Gourcuff ou de Gabriel Aubertan, s'accrocher au record d'invincibilité à domicile face à Marseille, oui. Quelque chose de très grand. Donc pour l'instant, on a fait quelque chose de biais. Mais ça suffit pas. C'est comme Nantes, l'un des clubs les plus titrés de notre championnat, 10 titres quand même de champion de France. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont relégables, les Nantais. Alors il reste 8 matchs à ces deux clubs pour, à défaut de sauver leur saison, pourraient au moins sauver leur honneur. Allez, on fait le point sur les rencontres d'hier soir, tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 28e journée de Ligue 1. On commence par Angers qui est allé gagner à Saint-Symphorien hier soir. Les Angevins qui ne gagnaient plus depuis un mois sont donc allés s'imposer sur la pelouse du FC Metz. Les joueurs de Stéphane Moulin ont ouvert le score en fin de première période sur un pénalty transformé par Angelo Fulgini qui a été très bon hier soir. Il a même inscrit son 7e but de la saison, toute compétition confondue. Les Messins n'ont ensuite pas réussi à renverser leur adversaire du soir. Score final 1-0 pour Angers. Frustré, le gardien grenat Alexandre Oukidja s'est même fait exclure en toute fin de rencontre en voulant s'en prendre à Souleymane Doumbia qui, il faut le dire, faisait tout pour retarder la relance du gardien messin. Alors cette victoire, c'est aussi avant tout celle de l'entraîneur du SCO, tant les choix de Moulin ont pesé hier. Le fait d'aligner par exemple une défense à 5 qu'on n'avait pas revue depuis 4 mois. Résultat, une défense solide qui n'a laissé aucune opportunité à Farid Boulaya et à ses coéquipiers de se montrer dangereux. Moulin a gagné cette rencontre autant sur le plan athlétique dans le choix de ses hommes que sur le plan tactique. Metz reste 6e mais rate l'occasion là de prendre de l'avance dans la course à l'Europe. Angers, en renouant avec le succès, remonte à la 9e place du classement. Angers qui est autant capable cette saison de couler face à Nice ou à Nantes que de poser des problèmes à des équipes comme Lille, Lens ou Metz. Il n'y a plus de logique, ma bonne dame. À la même heure, hier soir, c'est Nice, justement, qui accueillait le Nîmes Olympique. Et après 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires, Nîmes a rechuté hier soir. Dominateurs en première période, les Aiglons ont pris les devants grâce à un but arrivé très tôt dans la rencontre et signé Amine Gouiri. Les Nîmois ont pourtant puisé dans leurs réserves pour revenir au score grâce à un but sur corner de Loïc Landre peu avant l'heure de jeu. À partir de là, les Crocos se sont montrés un peu plus dangereux. Niklas Eliasson a même trouvé la transversale avant que finalement, 2 petites minutes plus tard, Alexis Claude Maurice ne redonne l'ultime avantage aux Aiglons. Nîmes a beaucoup tenté, mais c'est finalement donc incliné 2-1. Aujourd'hui, au classement, les hommes de Pascal Planck sont toujours 18e, 1 point devant Nantes. Prochain objectif, le derby face à Montpellier dans 10 jours. Un derby qui pourrait être délocalisé. D'ailleurs, je vous raconte tout ça demain. Ouais, faut bien un peu de suspense. Nice, de son côté, respire un peu à l'issue de cette 28e journée. 11e au classement, les joueurs d'Adrian Urcea enchaînent enfin avec ce 2e succès consécutif. Comme Nîmes, Saint-Etienne aussi a rechuté, cette fois face à Lens. Les joueurs de Franck Hayes ont battu les Verts 3-2 hier soir à Geoffroy-Guichard. Florian Sotoka sur pénalty, puis Arnaud Kalimwendo, 5 petites minutes plus tard, ont permis à Lens de prendre les devants. Kalimwendo, qui est d'ailleurs devenu hier le premier joueur des 5 grands championnats européens, né au XXIe siècle, puisqu'il est né en 2001, a passé la barre des 6 buts cette saison en championnat. La réduction de l'écart d'Harold Moukoudi sur corner, son 2e but pour les Verts en 2 matchs, n'a pas permis aux Verts de revenir au score. Puni par un ultime contre Lensois conclu par Pereira da Costa dans le temps additionnel. Denis Bouanga a sauvé l'honneur sur la dernière action du match en transformant un penalty. Score final 3-2 pour des Lensois provisoirement en 5e qui affirment leurs ambitions européennes. Saint-Etienne, on reste 16e à 5 points désormais de la place de barragiste. À la même heure, du côté de Francis Leblé, c'est Brest qui recevait Dijon. Après une seule victoire sur ses 9 dernières rencontres de Ligue 1, le Stade brestois s'est imposé enfin. Franck Honora lancé en profondeur, puis Steve Mounier de la tête ont permis aux hommes d'Olivier Dalloglio de très vite prendre l'avantage dans cette rencontre. La réduction du score par le premier but en Ligue 1 de Roger Assalé n'a pas refroidi les Brestois qui se sont envolés grâce à un sublime enchaînement de John Lucas conclu par Irvine Cardona. Vraiment, allez le voir parce que ça vaut la peine. Score final 3-1 pour des Brestois qui remonte aujourd'hui à la 12e place du classement. Dijon, lanterne rouge, enchaîne avec une 9e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. L'affiche des rencontres de 19h, c'était quand même Lyon qui recevait Rennes hier soir. Je vais vous dire la vérité, j'avais choisi moi de regarder ce match en entier. C'est ce qu'on appelle le pif, le French flair. Je me suis bien ennuyée, en tout cas en première période. Un premier acte sans rythme et presque sans occasion. Lyon, avec un Islam Slimani titulaire couloir gauche au coup d'envoi, a attendu finalement la seconde période pour imposer son jeu. Sans briller, simple mais efficace, l'OL s'est imposé 1-0 grâce à un but d'Oussem Aouar entré à l'heure de jeu qui profitait du travail de Memphis Depay qui a été plutôt bon hier soir. Solide, les Bretons dirigés par l'intérimaire Philippe Bizel ont été en grande souffrance en revanche en fin de match. Résultat, l'OM reste 3e
troisième à l'issue de cette 28e journée. Les Gaunes s'accrochent au podium et ne lâchent pas les deux qui sont en tête. Rennes, de son côté, s'enfonce un peu plus dans sa crise de résultats en attendant l'arrivée de Bruno Genesio. Alors l'affiche de 21h ne valait pas vraiment le coup non plus. On s'est aussi pas mal ennuyé devant ce Lille-Marseille. Un constat quand même, s'il y a une chose que savent faire ces deux équipes, que sont Lyon et Lille, c'est quand même faire le dos rond, souffrir et se montrer finalement efficace pour décrocher de précieux points. Longtemps accrochés, les joueurs de Christophe Galtier qui ont buté sur Steve Mandanda ont finalement inscrit 2 buts dans les dernières minutes de la rencontre. Sur une frappe de Jonathan Iconé, d'abord repoussé par Mandanda, Jonathan David surgissait pour ouvrir le score et dans la foulée, David avec un doublé scellait une victoire très précieuse pour le LOSC. Les Lillois rois du Money Time avec ce précieux succès, le LOSC conserve sa place de leader au classement. Coach Galtier, vous êtes allé la chercher au courage, cette victoire. Oui, on est allé la chercher jusqu'au bout. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation. On n'a pas marqué sur nos temps forts. Et on aurait pu penser, j'aurais pu penser à un certain moment que ça allait rester comme ça, ou qu'on aurait pu prendre un but sur un contre, parce qu'à un certain moment on était complètement déséquilibré. Mais le fait d'être déséquilibré nous a permis d'avoir, sur le premier but, beaucoup de monde à l'approche et dans la surface de réparation. Ce qui nous a permis de marquer ce premier but. Et évidemment, à ce moment-là du match, on imagine que l'on va gagner. Mais j'ai apprécié le fait que l'équipe a eu plus de jeux, plus porté vers l'avant, plus de situations, même si Steve a retardé l'échéance et que quelquefois on a eu de la maladresse. Et voilà, c'était le 10e match d'une série de 11, puisqu'on va jouer dimanche, et ça commence à tirer un peu sur l'organisme, mais mentalement mes joueurs ont été très forts. Pas de miracle donc pour les Olympiens en revanche qui ont pourtant tenu quasiment jusqu'au bout mais qui ont finalement craqué en toute fin de rencontre avec notamment cette boulette de Steve Mandanda sur le deuxième but de Jonathan David. Olivier Ncham au milieu a lui connu sa première titularisation depuis son arrivée, une première compliquée. Cette défaite marseillaise plombe un peu la bonne prestation de l'OM face à Lyon le week-end dernier. Marseille est 8e aujourd'hui au classement. Au même moment, Strasbourg s'offrait le scalp de Monaco. Strasbourg qui, décidément, aime bien embêter les gros. Le Racing sortait déjà d'une prestation convaincante sur la pelouse du leader lillois le week-end dernier. Hier, c'est Monaco que le Racing a fait plier. Une victoire logique tant les Alsaciens ont dominé cette rencontre. Volontaire, appliquée, cette équipe de Thierry Loret a réussi à battre une équipe monégasque qui était pourtant invaincue en 2021, qui était dans une forme assez incroyable. Alors, pour gêner les plans monégasques, Thierry Loret se présentait avec un 5-2-1-2 assez inhabituel, avec une majorité de joueurs strasbourgeois à vocation défensive, dont Alexander Djikou repositionné au milieu. C'est la recrue hivernale Frédéric Guilbert qui est venu délivrer les siens en inscrivant l'unique but de la rencontre dans le temps additionnel. Le joueur prêté par Villa s'est révélé en véritable sauveur. Score final 1-0 pour Strasbourg qui s'offre un succès très important dans la course au maintien. Succès qui lui permet aujourd'hui de remonter à la 14e place. Avec les victoires du trio de tête, Monaco perd en revanche quelques précieux points dans la course au podium. Au même moment, c'est Nantes qui s'est incliné contre le stade de Reims à la Beaujoire. Tout avait pourtant bien commencé pour les Canaries avec l'ouverture du score de Moses Simon dès le quart d'heure de jeu. Les Rémois souffraient, mais finalement, les joueurs de Camboiré ont craqué par 2 fois, en fin de période à chaque fois. Ils peuvent avoir des regrets, les Nantais. Ghislain Conan puis le capitaine rémois Younes Abdelhamid de la tête, sa spéciale, ont inscrit 2 buts qui ont finalement permis à l'équipe de David Guillon de repartir avec les 3 points. Toujours 19e au classement, il y a urgence aujourd'hui dans la maison nantaise. C'est la première défaite d'ailleurs d'Antoine Camboiré depuis son arrivée il y a 3 semaines sur le banc nantais. Au même moment, Montpellier et Lorient se neutralisaient à la Mosson et un constat, les Montpelliérains ont du mal contre les petits. Le MHSC a perdu 16 points sur 27 possibles contre les adversaires venus de Ligue 2 ces 4 dernières saisons. C'est Adrian Grebic, préféré à Terem Moffi au coup d'envoi, qui a ouvert le score pour les Merlus sur pénalty dès la 9e minute. Les Héroltais ont ensuite égalisé grâce à Stéphie Mavididi. Le score en restera là, 1-1 entre les deux équipes. Lorient a réalisé un match solide. Les Merlus qui restaient sur un succès contre Saint-Étienne ont globalement été intéressants tout au long de la rencontre. Lorient a même pu croire à la victoire en fin de match lorsque Moffi, entré en jeu, a trompé Jonas Omlin d'un ballon piqué. Joie de courte durée puisque l'arbitre de la rencontre, M. Benoît Bastien, a annulé le but après consultation du VAR. Logiquement, d'ailleurs, annulation logique puisque Laurent Abergel avait commis quand même une faute sur Jordan Ferry au départ de l'action. Je vous propose d'écouter l'entraîneur lorientais, Christophe Pélissier, hier soir à l'issue de la rencontre. On fait toujours cette petite erreur qui nous coûte cher où on prend un but, mais
Voilà, je suis satisfait parce qu'on est venu ici avec l'ambition de les mettre en difficulté. Donc je crois que les garçons, je les ai félicités d'ailleurs pour ça, parce qu'on prend un point, mais on ne s'est pas recroquevillé, on a voulu attaquer. Et on aurait aimé en prendre 3, mais on en prend un, on est content. C'était à ça de voir un nouveau Pélissier Time qui va commencer à être plus connu que le Fergie Time. Ouais, si je peux avoir le même palmarès, je prends. Au final, Lorient, toujours 17e et donc hors de la zone de relégation, a repris 1 point supplémentaire à Nantes et à Nîmes. Montpellier profite de la défaite de Marseille pour monter lui à la 7e place. Mais décidément, je vous le disais, quasiment chaque match contre un promu à la Mosson est source de désillusion pour les Payadins. Et je vous le disais, Bordeaux s'est donc incliné 1-0 face au Paris Saint-Germain hier soir. Privé de nombreux joueurs, au coup d'envoi, c'est finalement Pablo Sarabia qui, pour les Parisiens, a inscrit l'unique but de la rencontre. L'Espagnol a profité du forfait de dernière minute de Moeskin, testé positif hier au Covid. C'était hier soir la première fois que Paris l'emportait sans Kylian Mbappé, sans Neymar et sans Ángel Di María depuis 3 ans et demi qu'ils jouent ensemble. Paris, à l'aube d'affronter le Barça en 8e de finale retour de Ligue des Champions, enchaîne avec un 7e succès sur les 8 dernières rencontres. Une dernière info côté bordelais, si vous doutiez du malaise Ben Arfa, le joueur était remplaçant hier pour la 2e fois consécutive en Ligue 1. Un point sur le classement à l'issue de cette 28e journée. En tête, déjà, Lille conserve sa place de leader grâce au doublé donc de Jonathan David. Juste derrière, Paris et Lyon suivent le rythme. La mauvaise opération de la soirée, elle est pour Monaco avec cette défaite face à Strasbourg. Les hommes de Niko Kovac ont désormais 4 points de retard sur la 3e place de Lyon et 7 points derrière le leader lillois. Lens, Metz, malgré sa défaite, et Montpellier, malgré son nul, restent bien placés pour l'Europe, mais voient leurs concurrents revenir un petit peu. Le combat au milieu se resserre et enfin en bas de tableau, Dijon reste bien sur lanterne rouge, Nantes est 19e, Nîmes 18e et Lorient 17e. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Nasser Largué. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre retenue. C'était hier soir son dernier match de Ligue 1 sur le banc marseillais, le dernier match de championnat de son intérim olympien. Prenant la relève au pied levé après le départ d'André Villas-Boas, le passage de Nasser Largué sur le banc marseillais s'est conclu hier par une défaite 2-0 donc à Pierre-Mauroy. Dans 10 jours, ce devrait bien être Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM pour accueillir Rennes. Que retenir alors de ce court intérim? Je vous laisse en juger. En attendant, je vous propose de l'écouter, Nasser Largué, hier soir au micro de Canal+. La première chose que j'ai dit aux joueurs, c'est de m'excuser si j'ai pas pu leur ramener une victoire ou un point sur ce match-là, qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts, que j'étais fier d'avoir passé un petit moment avec eux, qu'ils gardent bien la tête haute parce qu'ils ont redressé la barre quand on a pris l'équipe. Il y avait 4 défaites consécutives et ils ont redressé. Ils étaient restés sur les 4 derniers matchs sans défaite et je leur ai suggéré de garder cette tête haute parce que la roue tournera, parce qu'il y a de la qualité. D'ailleurs, on a appris hier que Largué devrait quitter l'OM au terme de la saison, 2 ans après son arrivée dans la cité phocéenne. Selon les informations de nos confrères de l'équipe, le coach va faire son retour au Stade Malherbe de Caen, dont il avait déjà dirigé le centre de formation pendant 4 ans, entre 1998 et 2002. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain sur Free Ligue 1 Uber Eats.